Bonjour à tous, je vais vous présenter l'examen clinique et les examens complémentaires en andrologie. Donc, je suis le docteur François-Xavier Madec, je suis urologue, andrologue, sexologue dans le service d'urologie à l'hôpital Foch à Suresnes. Je souhaitais commencer cette présentation par quelques conseils à mettre en place lors des consultations d'andrologie. Le premier conseil, c'est de toujours avoir une terminologie appropriée de médecine sexuelle et de la reproduction avec le patient. Il faut éviter toute familiarité ou langage inapproprié. La deuxième chose, c'est une consultation qui va toucher à l'intime et donc c'est important de renforcer le sentiment de confiance entre le clinicien et le patient. C'est-à-dire que la consultation doit avoir lieu au calme, il faut pouvoir garantir la confidentialité de l'examen, il faut garder un bon contact visuel avec son patient et avoir un langage corporel approprié. La troisième chose est l'utilisation de termes laissant ouvert le champ des réponses et éviter bien évidemment tout jugement. Il faut mieux parler de partenaires et questionner sur les partenaires plutôt que d'utiliser les termes de type mari, femme. Il faut toujours commencer l'interrogatoire par des informations générales avant de poser des questions spécifiques. Et le dernier conseil qui est très important, c'est de bien dissocier le moment de l'interrogatoire qui va rentrer vraiment dans l'intimité du patient avec le moment de l'examen clinique. C'est tout à fait normal de sentir une certaine gêne au début de ces consultations quand on commence son activité, mais comme pour tout, avec la pratique répétée, vous allez vous familiariser avec les consultations d'andrologie. La deuxième chose est de bien structurer l'interrogatoire en andrologie. Cette structure, elle est simple, c'est ce qu'on appelle la structure MPSC. Il y a toujours 4 paramètres à analyser, quelle que soit la pathologie. Le premier paramètre, ce sont l'ensemble des facteurs médicaux. Donc ça, c'est ce type d'information dont on a l'habitude d'obtenir lors des consultations générales. Ensuite, il faut s'attarder sur les facteurs psychologiques du patient. Sur les facteurs sociaux du patient, notamment ses origines, sa situation professionnelle, sa situation familiale. Et le dernier paramètre est le facteur couple, qu'il est également important d'avoir bien questionné lors de ces consultations-là. Ça, c'est une diapositive qui reprend un petit peu les points principaux à aborder lors des consultations. On ne va pas lister l'ensemble des items que vous pourrez relire tranquillement, mais tous ces items-là, bien évidemment, rentrent dans la méthode MPSC en les classant en fonction des 4 paramètres. Donc, je répète, facteurs organiques, facteurs psychologiques, facteurs sociaux, facteurs. On va maintenant parler de l'examen clinique. Donc, l'examen clinique, il doit être systématique en andrologie. Il est essentiel pour confirmer un diagnostic suspecté, mais également pour identifier une étiologie qui a été méconnue pour le patient. Il est composé de 3 étapes. La première étape, ça va être les paramètres généraux du patient. La deuxième étape, ça va être l'examen du pénis. Et la troisième étape, ça va être l'examen des bourses. Ici, on a également les Key Exam Points qui sont enseignés en andrologie. Donc tout d'abord, aspect général du patient, caractère sexuel secondaire, notamment présence de gynécomastie, présence de pilosité. Ensuite, on fait l'examen du pénis. Au niveau du pénis, il faut regarder la présence de graisse suspubienne, il faut regarder la présence de cicatrices au niveau du pénis, la qualité de la peau du pénis, la qualité de l'urètre et le positionnement du méa urinaire, la longueur et l'élasticité du pénis, la présence de plaques au niveau du pénis. En ce qui concerne les bourses, il faut faire un examen attentif des testicules, de l'épididyme, du déférent, de la peau scrotale et la recherche de varicocèle. Je vais vous montrer quelques exemples maintenant. Donc effectivement, on a chez ce patient, par exemple, une palmure pénoscrotale marquée. Chez ce patient-là, une verge enfouie. Ou chez ce patient-là, encore, la présence de multiples cicatrices séquelaires d'hypospade avec une peau pénienne de mauvaise qualité. En ce qui concerne la mesure de la taille du pénis, il faut savoir que la méthode est systématisée. Donc la mesure de la taille du pénis, elle s'effectue verge à état flaccide en traction maximale. Ça nécessite bien évidemment une règle à la consultation ou un mesureur à la consultation. On tracte la verge et on mesure de la base du pénis jusqu'au sommet du gland. C'est comme ceci qu'on arrive à faire des mesures du pénis. Cette technique, elle permet d'approximer la taille du pénis en érection avec une marge d'erreur de 10% environ.
En ce qui concerne la mesure de la largeur du pénis, donc celle-ci, elle se fait au milieu du pénis, verge à état flaccide. Je vous rappelle les normes dans l'espèce humaine. Quelle que soit l'ethnie, la norme en termes de longueur du pénis, elle est évaluée à 13,24 cm et en termes de largeur du pénis, c'est évalué à 9,31 cm. En ce qui concerne la palpation, et notamment la palpation du pénis et notamment la palpation des plaques de maladie de la péronie. La technique s'effectue également la verge étirée, comme sur les photos ici. Avec le pouce et l'index qui vont être placés entre 3 et 6 heures et on va palper tout le long du pénis avec des petits mouvements de rotation, la recherche d'induration ou de plaques à la face dorsale, comme sur la photo ici, mais également à la face ventrale du pénis. Ensuite, c'est important d'avoir un examen du pénis en érection, notamment si le patient se plaint de déformation. Ça impose donc d'avoir un goniomètre afin d'évaluer de façon précise la courbure et pas simplement une estimation approximative. La technique actuelle la plus utilisée est celle des photos apportées par le patient à la consultation. En effet, chez lui, le patient, lors d'une érection, va prendre des photos. La méthodologie est bien précise maintenant, donc il faut faire une photo du dessus. Ces photos sont facilement réalisées soit par un smartphone ou un appareil photo. Donc on fait une photo du dessus, une photo de profil et une photo de face. C'est la technique qui permet la meilleure évaluation de la déformation. Il faut savoir qu'il y a également des applications de goniomètre à l'heure actuelle qui permettent de faire des mesures de la courbure sur des photos apportées par le patient en consultation. Si ceci n'est pas possible, l'autre solution, c'est d'effectuer un test d'érection à la consultation avec une injection intracaverneuse de prostaglandine et ainsi on va pouvoir mesurer précisément avec l'aide d'un goniomètre à la consultation les déformations et le degré de ces déformations. En ce qui concerne l'examen du scrotum, donc, il insiste sur 4 points. Le premier point, c'est l'aspect de la peau scrotale, présence de kystes, de lymphocèmes, de bifidité ou d'hémangiomes au niveau de la peau du scrotum. Ensuite, ça va être la palpation des testicules avec le volume, la consistance, la présence d'un nodule, la présence d'une varicocèle. Il ne faut pas oublier de palper l'épididyme et préciser sa présence, bien évidemment, sa consistance ou la présence d'induration. Pareil pour le déférent. Je vous rappelle que la palpation de déférent s'effectue en pinçant au niveau du cordon et par des petits mouvements rotatoires repérer la consistance du déférent. On va maintenant parler des examens complémentaires. Je vous ai donc listé les examens complémentaires qu'on peut être amené à demander en consultation d'andrologie et je vous ai mis les principales indications. En ce qui concerne les examens d'imagerie, l'examen le plus simple est l'échodoppler. Donc, au niveau du pénis, cet échodoppler doit être pharmacostimulé par une injection intracaverneuse. Néanmoins, ces indications restent limitées. Ça peut être proposé en cas de dysfonction érectile réfractaire au traitement ou en cas d'évaluation de maladie de la péronie. Je rappelle que dans les recommandations actuelles, cet examen n'est pas recommandé à titre systématique. L'autre intérêt de l'échographie au niveau du pénis, c'est en cas de traumatisme de verge avec un diagnostic à la recherche d'une lésion de l'albuginée. Bien évidemment, en cas de traumatisme de verge, il ne faut pas faire de pharmacostimulation avec l'échographie du pénis. En ce qui concerne l'échographie du scrotum, donc là, par contre, à l'inverse, c'est vraiment l'examen gold standard. Il doit être systématique à la recherche de toute pathologie au niveau du scrotum. L'autre examen qui peut être demandé est l'IRM. Donc l'IRM au niveau du pénis. L'IRM au niveau du pénis, il est le plus souvent injecté avec du gadolinium et doit être également pharmacostimulé. L'intérêt de cet examen, c'est qu'il permet de visualiser les différents fascias au niveau du pénis. Il permet de visualiser précisément l'albuginée. Il permet d'évaluer les tissus érectiles et également les vaisseaux. Ces indications donc, sont les traumatismes de verge avec un doute diagnostique, l'évaluation des pathologies néoplagiques du pénis, donc cancer du pénis ou cancer de l'urètre. C'est un intérêt également dans l'évaluation
après un plan pénien à recherche de complications de type crossover ou de signes d'infection. Quelques études ont montré un intérêt également de l'IRM pénienne en cas de priapisme ischémique réfractaire pour évaluer les lésions ischémiques au niveau du tissu érectile. Et quelques études ont également montré un intérêt dans le cadre de la maladie de la Peyronie afin de préciser la localisation et les dimensions des plaques. Néanmoins, cet examen n'est pas recommandé de façon systématique dans la maladie de la Peyronie. L'IRM peut également être réalisé au niveau du scrotum. Là, cet examen est beaucoup plus rare de réalisation. C'est vraiment l'examen de deuxième intention après l'échographie. C'est éventuellement à discuter en cas de masse testiculaire ou paratesticulaire, en cas de traumatisme avec doute diagnostique ou en cas d'ectopie testiculaire afin de localiser le testicule. L'UCRM, donc l'UCRM, c'est l'examen gold standard pour les évaluations de l'urètre. Il est à demander en cas de sténose de l'urètre ou en cas de traumatisme de l'urètre. Je rappelle simplement que l'examen est effectué en 2 étapes. La première étape, c'est la phase rétrograde, où on va injecter du produit de contraste par le MEA. Cette phase, elle permet d'évaluer l'urètre antérieur jusqu'à la partie distale de la lésion urétrale. Et il faut également une phase permictionnelle qui va permettre, elle, d'évaluer l'urètre postérieur jusqu'à la partie proximale de la lésion urétrale. Donc, c'est vraiment important de pouvoir avoir ces 2 temps-là afin d'évaluer les pathologies urétrales. Examen beaucoup plus rare à demander, c'est l'artériographie. Il n'y a qu'une seule indication à connaître, qui est une indication diagnostique et thérapeutique. C'est en cas de priapisme artériel à haut débit, c'est l'indication de demander une artériographie avec un geste d'embolisation. Examen également qui peut être demandé dans de rares cas, c'est la biothésiométrie. Donc, ça permet d'évaluer la sensibilité au niveau du pénis. C'est ce dispositif ici qui va être appliqué à différentes zones, comme ceci au niveau du pénis, et donc qui va permettre éventuellement de mettre en évidence des troubles de la sensibilité au niveau du pénis. Les indications sont relativement rares. Ce sont les patients qui vont se plaindre d'engourdissement ou de troubles de la sensibilité au niveau de la verge, ou éventuellement on peut effectuer cet examen-là avant une chirurgie reconstructrice au niveau du pénis. Il y a un nomogramme qui existe pour connaître les valeurs de référence qui varient notamment en fonction de l'âge des patients. On va ensuite parler des bilans biologiques maintenant et du bilan hormonal. Donc, il faut être familier avec les dosages de testostérone. Donc, on demande un dosage de la testostéronémie totale, notamment en cas de dysfonction érectile, de déficit androgénique lié à l'âge ou dans le cadre d'un bilan d'infertilité. Si la première testostéronémie totale demandée est abaissée, dans ce cas-là, il faut confirmer par un autre dosage à 1 mois d'intervalle. Je vous rappelle que la testostéronémie, elle doit être dosée à jeun le matin entre 8h et 10h parce qu'il y a des variations importantes au cours de la journée. Si on a 2 testostéronémies totales dans des valeurs limites basses, à ce moment-là, on peut demander les dosages de la testostérone libre et de la testostérone biodisponible qui permettent de s'affranchir des variations de la SHBG. La FSH, le dosage de la FSH, c'est à demander dans le cadre du bilan d'infertilité. L'inhibin B peut également être demandé dans le cadre du bilan d'infertilité, notamment pour l'exploration de la spermatogénèse. Il faut être familier également avec l'utilisation du spermogramme. Donc, je vous mets ici les principaux critères de normalité des spermogrammes, les principaux pathologies au niveau du spermogramme. De même, un spermogramme pathologique initialement doit être reconduit en général dans un délai de 2 à 3 mois, car on peut avoir des variations sur cet examen-là. En plus du spermogramme, on peut demander d'autres examens de spermiologie dans certaines situations, la spermoculture, en cas d'antécédents d'infections génito-urinaires ou de symptomatologie évocatrice, en cas de nécrosospermie notamment, et avant toute prise en charge en AMP.
On peut faire une analyse biochimique du plasma séminal, notamment en cas d'azoospermie obstructive, afin de localiser la zone d'obstruction. On peut faire la recherche d'anticorps antispermatozoïdes. On peut également faire une analyse de post-éjaculatoire des urines afin de confirmer un diagnostic d'éjaculation rétrograde. Et il existe également le test de migration-survie qui permet d'orienter dans la technique d'AMP, à savoir soit la FIV, soit l'ICSI. Je ne rentre pas en détail dans toutes ces techniques-là qui vous seront reprécisées lors de cours spécifiques sur l'infertilité de l'homme. Il faut savoir que ces données-là peuvent être retrouvées dans les recommandations qui viennent d'être publiées sur le bilan de l'homme infertile. Donc, en conclusion, en andrologie, l'interrogatoire est primordial, il faut bien le structurer avec l'approche MPSC, donc facteurs médicaux, facteurs psychologiques, facteurs sociaux, facteurs couple. L'examen clinique, il doit être systématique et les examens complémentaires sont plutôt à la demande. Je vous remercie de votre attention.